Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bientôt 3 mois que le budget général de l'État, exercice 2017 du gouvernement du Bénin est passé au Parlement comme une lettre à la poste. Un budget de plus de 2010 milliards de francs CFA salué en son temps par les élus du peuple et presque toute la classe politique, mais vertement décrié par certains citoyens. On nous dit que c'était juste pour amuser la galerie, cette prise de position. Mais plus le temps passe, les critiques vont toujours s'enchaînant. On désormais embouché la même trompette, dans ce sens, experts financiers, analystes et enseignants-chercheurs en économie. La fameuse boutade du candidat à la présidentielle de 2016, Bertin Kaovi, docteur en économie fondamentale, n'aura pas été de nature à dissiper les craintes. Seuls 700 milliards de ce budget, a-t-il martelé, pourront être exécutés. Écrivez-le. Fin de citation. Des positions tranchées du genre ont été ensuite notées les unes après les autres depuis le vote du budget courant décembre. La fin de la polémique annoncée par la mission du FMI au Bénin n'aura pas été un fait. Même le communiqué final ayant sanctionné les travaux de la délégation du Fonds monétaire international n'y aura rien changé. Les commentaires vont toujours bon train qui, encensant le gouvernement dans son rêve financier pour la concrétisation de ces projets qui, appelant à plus d'objectivité, 100% Bénin. Le numéro du jour voudrait juste apprécier les tenants et aboutissants de cette guerre de chiffres qui n'en finit pas. Principal thème au menu, budget général de l'État, exercice 2017, évalué à plus de 2010 milliards de francs CFA. Pour un budget viable, le Bénin serait-il contraint désormais à emprunter le courroie très étroit du collectif budgétaire? Pour mener le débat en notre compagnie, deux hommes de la plume, mais évoluant chacun dans son couloir. L'un est chef desk économie au niveau de sa rédaction, l'autre chef desk politique. À ma droite, oui, lui là non, Médéric François Gongo, qu'on ne présente plus. Éditorialiste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs, téléspectatrices de SICA, bonjour. Comment allez-vous? Excellemment bien. Heureux de le savoir. En face de lui, il a nom Kazmi Pidjor, économiste. Bontin l'appelle ses confrères pour dire les choses avec exactitude. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information La Nouvelle Économie. Kazmi Pidjor, bonjour. Bonjour Yetondi, bonjour chers téléspectateurs et merci de prendre le rendez-vous. Oui, et c'est un grand plaisir de vous savoir à ce rendez-vous qui agite de plus en plus l'opinion publique, justement, par rapport au sujet en débat. Au terme de 7 jours d'échange avec les autorités béninoises, le FMI, le Fonds monétaire international, a accordé au Bénin un prêt de 150 millions de dollars, soit environ 93 milliards de francs CFA, un appui financier bien meilleur, il faut le souligner, à celui de 2011, ce qui pouvait être perçu comme une prouesse a paradoxalement laissé perplexe plus d'un observateur. Début d'une nouvelle polémique, alors, renvoyant au budget général de l'État, exercice 2017. Nous nous retournons vers Kazmi Pidjor, qui est là dans son marigot. Kazmi, quelle appréciation apportez-vous à ces faits? Comme tout Béninois, comme tout citoyen donc, de ce pays qui a certainement rêvé voir enfin soit un opérateur économique, soit quelqu'un qui s'y connaît dans les finances au pouvoir, j'ai applaudi. Mais alors, j'ai envie de poser une question à tous les Béninois, sinon à ces dirigeants qui ont accueilli donc cette mission. À quel taux d'intérêt le FMI a posé sa valise au Bénin? Quel est le risque pays qui a été évalué et à quel donc déshydratat, à quelle négociation le FMI a donc séjourné au Bénin? C'est ça la véritable question. Pourquoi on ne nous parle pas donc de ces subtilités dans l'accord? Les faits ne comptent-ils pas? Le peuple béninois voudrait savoir si le Bénin sera servi. Le Bénin a été servi, peut-être pas dans des proportions espérées par le grand nombre, mais à l'arrivée, on annonce 150 millions de dollars. Et je dis encore par rapport à 2011, c'est quand même un pas. C'est un pas, mais ça peut être un pas vers l'arrière, bien sûr. Ça peut être un pas vers l'arrière. À quel taux d'intérêt nous a-t-on accordé donc ce prêt-là? Vous insistez là-dessus. J'insiste dessus parce qu'il faudrait que le peuple béninois sache à quel prix
ce budget veut être réalisé. Il faudrait que le peuple béninois puisse savoir exactement qu'est-ce qu'on est en train de dire en sourdine et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Cette conférence de presse, cette sortie, cette campagne médiatique ne me rassure pas sur les données du FMI que nous avons. Et je dis toujours, pourquoi nous avons un instrument au niveau de la sous-région capable de mobiliser ces recettes-là et on va jusqu'au niveau des institutions de Bretton Woods. Je vais parler du FMI. Pourquoi on va à Washington pour aller chercher ce que nous avons tout près au Sénégal? C'est là mon inquiétude. Donc je dis à ce peuple, si ce peuple est à l'écoute, il va falloir que nous sachions vérifier véritablement ce qu'on est en train de nous servir par ces temps. Ah oui, on y reviendra plus amplement. Je me retourne vers Médéric François Gongo pour la même interrogation. Médéric François Gongo, en 2011, c'était une cagnotte de 150 millions de dollars pour le Bénin. Cette année, on compte 150 millions de dollars. Mais paradoxalement, le peuple béninois en est encore à ronchonner. Vous comprenez cela? Le budget de l'État est l'expression de la volonté du gouvernement. Et je vois là un budget ambitieux. Le budget devrait être bouclé si on en tenait à la démarche primordiale du gouvernement, mais lorsque l'on en arrive après adoption par le Parlement à faire recours au FMI, c'est forcément qu'il y a un problème. Un problème d'ailleurs constaté par l'élargissement de l'assiette fiscale, un problème constaté par la multiplication des emprunts obligataires. On me parle encore aujourd'hui de 150 milliards d'emprunts obligataires qui auraient été lancés. Et nous devons savoir que le FMI intervient généralement avant le vote du budget. Le gouvernement, dans sa logique de compter sur certains partenaires parallèles, a été obligé de constater qu'il n'a pas pu avoir l'aval de tous ceux sur qui il comptait. On a vu le tour du monde dans les pays arabes et partout. Et c'est finalement, en début d'année, que le ministre des Finances est rendu à Washington pour solliciter un regard bienveillant du gestionnaire du système mondial, du système financier mondial qu'est le FMI. Nous avons constaté une mission, nous avons eu des échos de cette mission qui nous ont permis de faire des papiers, qui nous ont amenés à constater un échec cuisant de la politique économique et financière du gouvernement actuellement, pour dire ensemble avec les cadres et les membres de la délégation du FMI que nous avions eu à écouter en aparté et pas des circuits qui nous sont propres, pour dire que des reproches ont été formulés à l'endroit du gouvernement par rapport à certaines dépenses, des reproches ont été formulés à l'endroit du gouvernement par rapport à certaines priorités, et il a été clairement dit, et lorsque nous voyons le communiqué final, il a été dit qu'on ne peut pas vouloir s'endetter pour plus de la moitié d'un budget pour financer son développement. Le FMI n'était pas d'accord. Les 150 millions, tout comme 150 millions en 2011, 150 millions de dollars, alors que fondamentalement la population a évolué, alors que fondamentalement la forme globale du budget a évolué, ne serait-ce que par rapport au budget précédent qui était déjà à plus de 1000 milliards. En 2011, si mes souvenirs sont bons, je ne sache pas que nous étions déjà à plus de 700 milliards. Et pourtant, c'était 150 millions. 150 millions 105 en 2011. En 2011, 105. 150 aujourd'hui, c'est la portion congrue. 150 aujourd'hui avec des conditionnalités que nous connaissons de la part des institutions de Bretton Woods, c'est la portion congrue. Et nous avions bien lu le communiqué, nous avions décrypté le communiqué paragraphe par paragraphe. Nous nous sommes interrogés sur le rôle effectif du FMI pour constater que ce fut un désaveu cinglant pour la politique financière, pour la politique économique mise en branle depuis bientôt 11 mois. Ceci d'autant plus que, on s'est attelé à siphonner les maigres ressources de la nation, on s'est attelé à opérer des décaissements à l'emporte-pièce, on s'est attelé à supprimer des structures jusque-là perçues comme des structures d'exécution de certains grands programmes,
on a fondu des sociétés, on a supprimé certaines structures en termes clairs. Oui, Madame François Gogo, ces mesures font partie des réformes annoncées par le gouvernement, des réformes qui devraient permettre de booster l'économie du Bénin. Toutes ces réformes ont été, si nous lisons bien le contenu de la déclaration, du communiqué final, si nous enlevons le côté diplomatiquement correct pour lire avec l'œil d'un petit expert, nous constatons que les 150 millions, c'est sous réserve de l'homologation par la direction générale du conseil d'administration du FMI, et c'est sous réserve du respect d'abord de la couverture interne au niveau des recettes. Vous devez voir, on a été obligé de sortir les douaniers, on a été obligé de créer des tasses, on appréciera tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire que globalement, les 150 millions représentent une portion congrue, traduit exactement l'hésitation du Fonds monétaire international à servir de tremplin pour que le gouvernement arrive à mobiliser les plus de 1000 milliards qu'il doit mobiliser pour boucler finalement son budget. Entendu que finalement il a été dit de réveiller les régies financières, je veux parler de la douane, du trésor et des impôts, pour les amener à dépasser les 900 milliards qu'on leur a signés au départ pour aller vers près de 1500 milliards. On nous a imposé, la démarche à suivre, et les 150 millions ne sont que, j'allais dire, la face cachée de cet iceberg sur lequel nous allons... Kazmi Pédior, que l'FMI en soit posé des conditionnalités, ce n'est pas une première. Ça arrive toujours. Quand le FMI descend quelque part, c'est un canevas. A priori, on le sait, on ne devrait pas s'en offusquer outre mesure, n'est-ce pas? Bien sûr, et c'est ce qui a fait aujourd'hui que le système dans lequel nous évoluons depuis bientôt quelques décennies, je veux parler de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a dû mettre sur pied des mécanismes pouvant permettre aux États, aux 8 États, lorsque nous faisons le débat dans son ensemble, sinon c'est 7 États, la Guinée et Bissau n'est pas trop comptabilisé donc dans cette affaire. Et donc ces 7 États vont aujourd'hui sur le marché financier. Et vous savez, mobiliser les 1005 milliards aujourd'hui, ce n'est pas chose impossible donc sur le marché financier. Et vous savez, pour déjà 2017, un pays comme la Côte d'Ivoire est allé déjà plus de 5 fois sur le marché financier chercher, et pas des moindres. Chaque fois, c'est soit 50 milliards ou c'est 45 milliards. Et je dis, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de compter sur ses propres forces, je veux dire, l'espace UEMOA. Alors, pourquoi nous, Béninois, 5e ou 6e dans le classement en termes donc de budget pour l'exercice 2017, pourquoi laissons donc ce marché et allons vers le FMI? C'est là toute mon inquiétude. Alors aujourd'hui, on veut faire croire que nous sommes en train de mobiliser la cagnotte. Maintenant, est-ce que cette cagnotte serait mise à disposition? Vous savez, le système tel qu'il est monté au niveau des institutions de Bretton Woods n'est pas aussi facile. Le système est fait de sorte que lorsque vous ne respectez pas les déshydratats, les conditions donc qu'ils vous ont imposées, il est un peu difficile d'aller mobiliser les recettes. C'est difficile d'aller mobiliser les recettes. Justement, à ce niveau, pourquoi le Bénin a-t-il finalement fait l'option la plus difficile? Parce qu'à côté, comme vous le soulignez, il y avait quand même des voies de recours. Un bon menti qui vient de loin dit l'adage. Et ça cache quoi donc? Ça cache beaucoup de choses que je ne saurais être en mesure de révéler. Sur le marché financier de la sous-région, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des informations détail par détail sur ce que chaque pays vient faire en termes de collecte de recettes. Alors que vous savez que le système tel que nous l'avons appris depuis des décennies, j'allais dire, est un système un peu opaque où forcément on vient faire la diplomatie, on vient raconter... Le système FMI. Le système FMI. Mais le nouveau départ, à moins que je me trompe, a opté pour la transparence. Là, j'ai de la peine à vous suivre. La gestion, la gouvernance. Oui. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est la transparence qu'ils sont en train de faire en allant, en abandonnant donc le système financier, mis sur pied par les pairs pour aller chercher donc au niveau du FMI. Mais lorsque vous avez plusieurs choix, il faut choisir celle qui vous paraît la plus probante. Il paraît que la cagnotte, souvent avec le FMI, est aussi plus consistante qu'avec les pays de la sous-région. n'est pas l'essentiel de ce que nous sommes allés chercher sur ce marché. Vous oubliez que le budget est faramineux. C'est un marché sur lequel... Très ambitieuse. Ce budget n'est pas ambitieux, je l'ai toujours dit. Ah bon? Il n'est pas ambitieux, mais ce budget est irréalisable. Ce budget souffre de beaucoup d'insuffisances.
Le Bénin n'a pas encore fini de régler sa question de la corruption. Le Bénin n'a pas fini de régler sa question de solvabilité. Et donc, ce budget n'est pas ambitieux pour moi. Kazmi, je ne vous interromps pas. Dites honnêtement, en regardant les téléspectateurs, vous suivez vraiment l'actualité au Bénin? Très récemment, au Bénin, à moins que là encore je me trompe et j'en doute fort, il y a eu des douaniers qui se sont vus interpellés pour mal-donne dans la gestion de leur cahier de charge. On a vu aussi des policiers qui ont été relevés de leurs fonctions. Et il paraît aussi qu'au Bénin, on ne le rançonne plus. Vous ne pouvez plus vous permettre de le faire. Et vous parlez de lutte contre la corruption. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des institutions internationales qui ont classé le Bénin. Et nous avons été 109 fois plus corrompus qu'avant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les rapports, c'est le système des Nations Unies qui ont posé leurs valises ici et qui ont révélé Alors, lorsque vous mais ceci est comptable. L'État vient de faire à peine monsieur le 11 journaliste, mois. Lorsque vous vous mettez à faire la chasse aux sorcières, lorsque vous vous mettez à balayer d'un revers de main des amis qui ne répondent pas forcément à votre déshydratat, ça, ce n'est pas la lutte contre la corruption. Ce n'est pas du tout la lutte contre la corruption. Vous avez vu le 3 janvier 2017, le Bénin a été sur le marché de la sous-région. Il était obligé, le ministre des Finances, d'aller retirer le bon de commande. Ce n'est pas moi qui le dis. Le premier bon de l'année 2017 a été retiré parce que le dossier, ça ne tenait pas. Ça ne convainquait pas. Vous êtes sûr que le dossier ne tenait pas? On a eu dit qu'il y a eu un mauvais rapport sur le document. Donc il fallait reprendre et rectifier. De quoi il nous parle? Mais ce n'est pas des enfants de cœur. C'est l'État béninois, c'est au moins 50 ans. Il y a des cadres au niveau de l'administration fiscale qui ont travaillé. Et pourquoi le dossier peut aller, on va rejeter? Les députés ont voté ce dossier à 83, sinon à 100%. Oui, vous voulez remettre en cause le savoir-faire? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Le problème doit pas se poser. Mais je dis attention. Ne nous racontez pas ici, écoutez, ce que vous avez envie de dire au peuple. Ici, nous sommes dans le monde des affaires. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas sur un terrain Voulez-vous signifier que les gouvernants sont en train de mêler la politique à l'économie? Dites-moi, dans un dossier sérieux où 83 députés ont donné leur onction favorable pour le vote de ce budget et que vous allez sur le marché pour l'emprunt, premier emprunt, vous retirez votre dossier. Vous pensez que ça, c'est du sérieux? Il paraît que c'est des Béninois qui tirent les ficelles dans l'ombre. Pour aller au Sénégal, à Dakar, pour demander qu'on retire, c'est eux-mêmes qui sont allés retirer, ou bien c'est les Béninois qui sont allés retirer. C'est eux-mêmes qui ont retiré à Dakar. Ce n'est pas nous. Et ça n'a pas caché. Le deuxième emprunt, bravo, 35 milliards. On a récolté 39, bravo. Mais au troisième, vous savez le taux, ici c'est 71%, on n'a pas pu. On n'a eu que 22 milliards. On n'a eu que 22 milliards. Mais je reviens vers vous. Et comme si cela ne suffisait pas, on est obligé d'aller solliciter maintenant un partenaire ancien, le FMI. Et bientôt la Banque mondiale. Oui, la Banque mondiale nous a déjà accordé 40 milliards par le passé en doublant sa cagnotte. Mais on ne sait toujours pas sur quel taux d'intérêt. Parce que j'insiste sur le taux d'intérêt. Lorsque votre pays est un pays à risque, mais écoutez... Ne me dites pas que le Bénin est un pays à risque. Je dis lorsque. Ok, il faut préciser. Je suis ici dans une hypothèse, donc je dis lorsque votre pays est un pays à risque. Important de le souligner, oui. Lorsque votre pays est un pays à risque, ça attire des investisseurs. Bien sûr, le risque attire il y a des catégories d'investisseurs qui veulent miser là où il y a le risque. Parce qu'ils savent que le taux d'intérêt ici est important. On peut aller jusqu'à 55%, on peut aller à 60%. Quand vous avez un pays comme la Guinée-Bissau, vous avez vu la dernière fois ils sont allés sur le marché. Mais ils sont obligés de hausser le taux d'intérêt. Parce que le pays, il y a trop de risques. Donc il y a des personnes qui prennent le risque. Quitte à la génération montante d'assurer. On s'en fout. Mais François Gongo, ce que dit l'économiste est quand même un peu inquiétant. Mais le regard de l'analyste politique est important. Oui, 83 députés, beaucoup commencent par se poser la question. On a accordé un semblant à ce budget. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on va devoir faire un rétropédalage. On ne sait pas ce dans quoi le Bénin se retrouve. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce à quoi on a assisté, cette approbation à l'unanimisme, pour reprendre l'expression de l'ONDP? Il faut savoir qu'il y a des relations séculaires, des relations malheureusement incestueuses entre l'actuel président de la République et la grande majorité de la classe politique béninoise. Des acteurs politiques. C'est vrai que c'est l'analyse qui police, mais je veux comprendre. Ce que vous dites, ça peut faire sursauter plus d'un. On rappelle que Patrice Talon n'a jamais milité au sein d'un parti politique et un homme d'affaires. C'est vrai, de loin, il a observé, mais c'est quoi le lien entre cet homme
et ces députés en politique, Bontin? Je pense bel et bien que lors de ces interventions sur cette échelle, il y a cela encore quelques petites années, l'actuel président de la République a reconnu qu'il finance les acteurs politiques et qu'il aurait joué un rôle très important pour la reconquête du Parlement. Les écrits restent, les images demeurent également. Et lorsque nous scrutons le rétroviseur pour voir un peu la nature des relations qui entre tout ce monde, lorsque nous voyons un certain nombre de députés traîner des casseroles, ayant des cadavres dans le placard, donc ayant des craintes éventuelles par rapport à de poursuites éventuelles auxquelles ils pourraient être amenés à être confrontés, lorsque nous voyons le modus operandi de l'actuel système, au point, oui ou non, on met l'appareil judiciaire derrière ceux qui ne veulent pas rentrer très vite dans leur rang, on comprend aisément, ajouter à cela la volonté pour le Parlement, la représentation nationale, de ne pas trop discuter avant d'accorder le premier budget à une équipe nouvellement installée, quitte à avoir des éléments tout au long du déroulement de l'exécution du budget pour aller contre de manière à mener à corriger ou pas. Mais les députés n'ont pas été sollicités. L'État lui-même, le gouvernement lui-même s'est retrouvé confronté à des difficultés énormes par rapport à la mobilisation des ressources sur le marché financier, a été obligé d'élargir l'assiette fiscale, de multiplier les tasses, de solliciter, et avec une forte pression, les services des régies que nous avons. C'est la preuve évidente que même si les députés avaient accepté, ils avaient accepté dans une logique beaucoup plus politique que dans un raisonnement rationnel en économie. Et voilà, à la réalité, après avoir fait un petit détour pour tenter de mobiliser, nous a-t-on dit, à plus de la moitié de ce budget, on a compris qu'on n'était pas solvable. Parce que c'est le mot. Le Bénin, aujourd'hui, n'est pas solvable. Parce qu'à la conclusion de constater que, suite à plusieurs emprunts obligataires, on n'a connu que des échecs. Alors qu'au même moment, il y a de l'argent un peu partout dans le monde, c'est très clair et net que les nôtres ne nous ont pas amenés à être solvables. Et la non-solvabilité de notre pays aujourd'hui n'est que le prolongement d'une imprécision dans les choix stratégiques en matière d'économie, d'une imprécision dans la considération des paradigmes économiques. Il y a des soubassements économiques incontournables pour le Bénin. On ne peut pas développer le Bénin sans compter sur le Nigeria. On ne peut pas développer le Bénin sans appréhender les tenants, le déroulement et les aboutissants de l'informel. Le Bénin vit avec et pour l'informel depuis des siècles. On ne peut pas réinventer un nouveau système parce que moi je demanderais au gouvernement en place de nous dire, sommes-nous dans l'économie libérale pure? Sommes-nous dans la social-démocratie? C'est-à-dire on fait le choix d'une économie de marché avec une dose bien importante du social? Ou sommes-nous sur une troisième voie dont on va me préciser les contenus, dont on va me préciser le contenant et le contournement? Je ne travaille pas de secret. Il paraît que des précisions seront données dans les prochains jours, Frédéric. Dans tous les cas, oui, c'est que nous avons une navigation à vue, malheureusement, par des sommités qui ont fait leur preuve dans les grandes institutions internationales. Casmi va certainement vous démentir. Casmi, est-ce qu'il s'agit d'une navigation à vue? Parce que lorsque on voit des économistes donner de la voix, j'ai cité tout à l'heure Bertin Kaovi, qui issu des bases vraiment pratiques, essaie de faire une certaine nombre de démonstrations, a semblé converger vers vos démonstrations. Mais lorsqu'on dit ça, et qu'on prend du recul, on observe quand même le gouvernement dans sa démarche. Est-ce que quand même le gouvernement n'a pas une feuille de route aussi claire? Si ça ne marche pas du côté des emprunts obligataires, c'est un pays où les gens ont perdu l'habitude des fiscs. Il paraît qu'il y a trop d'indisciplinés. De ce côté-là, les gens ne savent pas payer leurs tasses. Et la nouvelle donne aujourd'hui, c'est vers cette réforme-là, amener le contribuable à jouer aussi sa partition. Ça peut permettre de rattraper ce qu'on a perdu de l'autre côté, non? Je répondrai d'abord tout à l'heure en disant que je ne vais pas contredire Médéric. Allez, bravo, c'est l'économiste qui parle, oui. Vous avez un Patrice Talon, président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières en 1996. Lorsque vous avez ce même monsieur, président de la République du Bénin, je dirais 20 ans plus tard, et que ce monsieur laisse la BRVM,
et va sur le marché international chercher le financement pour son pays, je n'ai pas envie de sortir l'adjectif qualificatif. Mais ça frise un peu quelqu'un qui n'a pas de l'amour pour son pays. Ou bien qui n'a pas eu confiance au BRVM. Ça Il peut ne être ça pas aussi, être non? le président du conseil d'administration. Il ne peut pas être le parrain. Il y a de cela quelques jours encore, il ne peut pas être le parrain d'une activité dont je ne veux pas citer ici, pour éviter la publicité. Donc, il ne peut pas être le parrain donc, de cette institution. On parle de BRVM, Kazmi Pidjo. Et ne pas dire disons les choses qu'il telles n'a qu'elles pas sont. confiance. Mais vous l'avez Alors, appris aussi, je que dirais- beaucoup se demandent la crédibilité de cette structure, justement. La BRVM, Si- vous si- pouvez me dire que Moi, je une ne dis structure pas. comme la C'est vous qui BRVM l'avez n'a sorti. pas de crédibilité. Patrice Une Talon bourse. l'a accompagné. Une Aujourd'hui, bourse. n'est pas parti chercher de l'argent pour son pays. Je Mais ça vous suffit, dis- ça suffit, non? je vous dis, moi, spécialiste des questions en économie, Oui. lorsqu'on me parle d'une bourse, quelle que soit la nature de cette bourse-là, c'est la confiance totale, c'est la transparence. Vous n'êtes pas sur un marché financier lorsque vous faites ce que nous faisons au Bénin. Zéro entreprise, zéro PME, même les grosses entreprises Il y a à la zéro bourse. entreprise au Bénin. Si vous trouvez une seule entreprise, ça serait une banque. Et cette banque n'est pas made in Bénin. Aucune C'est une entreprise filiale. béninoise à la BRVM. Aucune, pas une seule, jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, le Et Bénin donc- fait la promotion de la BRVM. Je vous dis, la BRVM enregistre zéro entreprise. PME, PMI et grosses entreprises, zéro. Même lui-même, Patrice Talon, Chadi, opérateur économique, n'est pas la BRVM. Je le dis, allez fouiller. C'est là, sur les sites. Allez vérifier. Allez vérifier. Alors, lorsque vous êtes dans un pays où la fiscalité étouffe les entreprises et que vous venez, au lieu d'alléger la tâche, vous en augmentez. Vous en augmentez. Et vous demandez maintenant à ces PME, PMI de financer votre 2010 milliards ou 1005 milliards. Ça pose un problème. Quel problème? Ça pose un véritable problème. Quel problème? J'ai Il travaille. J'avais pas déjà la main libre pour être entreprise, pour être PME, PMI dans votre pays. Vous venez, vous cassez la note et au même moment, vous me demandez, parce qu'il a dit tout à l'heure, aujourd'hui, ils ont lancé une communication dans les médias, 150 milliards en obligations de trésor. Quand j'ai vu, j'ai dit bravo. Ils ont invité les entreprises. Mais ce n'est pas dans les médias on invite les entreprises. Ce n'est pas dans les médias. Mais il y a les sociétés de gestion qu'il y a eu des contacts au préalable. Et maintenant, il faut porter qui? l'information Avec bien loin. qui? Ah, Lorsque vous en vous doutez? mettez à dégager, à déguerpir plus de 2000 PME, PMI à travers le pays, dans leurs opérations de casse ou d'occupation, je ne sais de quoi, lorsque vous vous mettez à remettre en cause des contrats avec des hôtels, lorsque vous vous mettez à mettre en doute les opérateurs économiques, contributeurs donc de l'économie, lorsque vous faites tout ça, et vous retournez maintenant sur le marché financier pour réclamer le financement, qui va vous financer, vous pensez? Qui va vous financer? Dites-moi qui va vous financer. Mais soyons réalistes dans ce pays, enfin. Soyons réalistes. On ne déclare pas la chasse aux entreprises et au même moment solliciter ces gens. Mais écoutez, pour caricaturer ça, vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas le matin chicoter bien votre femme et la nuit demander quelque aisance que ce soit. Mais C'est pas il paraît que possible. les bonnes choses se règlent la nuit. Ça se règle la nuit, mais ce n'est pas le cas ici. Non, mais écoutez, ce que Kazmi dit, c'est vrai, c'est l'économiste qui parle, ils ont leur jargon, leur façon de voir les choses. Mais dites, dans quel pays on ne paie pas ses taxes et on s'en sort? Il semble éviter la question. Aujourd'hui, on cherche les emprunts. Ça ne promet pas. L'État, dans ses réformes toujours, veut valoriser cette habitude que les Béninois, paraît-il, n'ont pas. Il faut savoir payer ses taxes, non? En bon citoyen, Médéric. Je crois que payer les tasses est déjà rentré dans les habitudes des Béninois depuis toujours. Mais les tasses doivent être payées en tenant compte de l'évolution des activités économiques. Et lorsque nous voyons un chef d'entreprise à la tête du pays depuis 11 mois, le constat amer nous amène à fustiger le musellement des entreprises, l'augmentation de manière exponentielle des tasses, la création tous azimuts des tasses, et on ne voit pas des signaux forts qui donnent des garanties que les PME, les PME, dans un système fortement à économie informelle, qui ont été démantelés, et dont les propriétaires deviennent aujourd'hui des débiteurs insolvables vis-à-vis de plusieurs institutions de microfinance et des institutions bancaires. Lorsqu'on voit dans un pays où la plupart des structures
qui pourrait servir de soubassement, que ce soit dans le coton, que ce soit au niveau des protéines animales, que ce soit au niveau des huiles végétales, que ce soit au niveau des secteurs qui permettaient au Bénin d'engranger des recettes douanières par la réexportation. Lorsque l'on voit toutes ces structures être réduites complètement à leur portion congrue, et si l'on sait que dans les échanges avec le Nigeria, le Bénin fait le grand maximum et qu'aujourd'hui, le Nigeria a pris des mesures de prohibition par rapport à certains de nos produits. Le Nigeria a décidé de nous opérer un blocus économique et que le politique n'agit pas du tout. On se demande où est-ce qu'on va. On se demande qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays. On se demande exactement si nous sommes dirigés. Économiquement, c'est vrai. On peut déployer les forces de l'ordre pour mater les populations. On peut amener des grues pour casser les réalisations des populations. On peut chercher des noises aux opérateurs économiques qui ne sont pas... Vous faites l'apologie de l'informel? Non, j'en viens. Un pays qui veut prospérer ne peut pas encourager l'informel, Bédéric. On ne peut pas développer le Bénin sans tabler sur l'informel. On peut travailler à formaliser l'informel. Mais ceci participe d'un processus. Ceci participe d'un processus et il faut tenir compte des effets collatéraux que les actes de soit nettoyage, moi je ne sais pas, on n'a pas pu mobiliser le minimum. On a été obligé de faire recours au FMI. Où est-ce qu'on a l'argent qu'on veut investir après avoir cassé les gens? Qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce qui urge? On en était là lorsque un trafic, je veux dire bien un trafic, la vente des médicaments frelatés, c'est un trafic mais qui est rentré dans les habitudes. Donc, attendez, vous allez sur quel terrain là? Attendez, non. On en était là, on n'a pas fini. Quand c'est mauvais, ça rentre dans l'habitude, il faut encourager. Non, je vous en prie, on ne peut pas. Je vais vous donner l'exemple très simple. Oui, allez-y. Lorsque nous avons un pays comme le Bénin, tout comme le Mexique, qui est à côté des États-Unis, le Bénin à côté des Nigeria, le Nigeria a un don pour le Bénin. C'est sûr. Le Bénin n'a pas besoin d'aller sur le marché financier, si tant est qu'on arrivait à exploiter à fond les relations historiques, les relations séculaires. Ces 4 millions de Yoruba sont au Nigeria, 2 millions et 700 000 Béninois sont Yoruba. Les familles, par les interpénétrations des deux côtés des frontières, ont toujours conversé. Mais depuis que notre chef de l'État est là, puisque lui n'est pas commerçant, c'est un gestionnaire d'agrément, appelons un chat et un chat, il n'a toujours fait que gérer ce qui nous appartient à nous tous, en lieu et place de l'État. C'est ce que l'on appelle gestionnaire d'agrément. Mais à côté de lui, seul, il n'est pas seul. À côté de lui, il y a des opérateurs économiques qui souffrent le matière, qui importent, exportent, qui sont sous pression par rapport à leurs banques, qui sont sous pression par rapport à leurs milliers d'employés. Mais lui, si c'est qu'il faisait le commerce, ne serait-ce qu'avec, pas le Nigeria forcément, ne serait-ce qu'avec un autre pays, il saurait que le Nigeria est déterminant pour le développer. Vous développez la situation des produits pharmaceutiques. Donc, par rapport aux produits pharmaceutiques, on a déguerpi les gens, c'est vrai. Par rapport aux produits pharmaceutiques, on a opéré des pertes, mais on ne jette pas un problème en oubliant la racine et en prenant les feuilles. On a un pays, on peut bien contrôler l'entrée des produits pharmaceutiques. On peut bien tasser les produits pharmaceutiques pour décourager la consommation de l'alcool et du tabac. Qu'est-ce qu'on fait dans les pays développés? On peut aller du simple au quintuple par rapport à la taxation. C'est une manière de décourager également la consommation de ces produits. Et tout en le faisant, on peut mettre sur pied une stratégie pour boucher les trous d'entrée des produits pharmaceutiques, démanteler la mafia. Je vous dis ces types-là. Vous m'excusez. Bon, nos respectables, respectables pour lesquels nous avons voté, me donnent tous les jours l'impression, excusez-moi du peu, qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche. Heureusement que c'est une impression. Mais c'est quoi le lien de ce dossier avec le budget de l'État? Exactement. J'avais dit au début que le budget de l'État est l'expression de la volonté politique de développement d'un pays. Et lorsqu'on parle de budget, on parle de recettes et de dépenses. Et lorsqu'on parle de recettes, il y a des recettes que moi j'appelle des recettes cartésiennes, que l'on peut avoir au niveau des régies. Et mais pour avoir ces recettes au niveau des régies, il faut créer des conditions d'évolution, de croissance des activités économiques
de manière à amener les acteurs économiques à contribuer efficacement. Il y a des ressources extérieures, parce qu'il n'y a pas ce pays qui se développe sans s'endetter. Mais est-ce qu'on va s'endetter jusqu'à une proportion de près de 50%? C'est la question. Cette question, elle revient de façon récurrente. Mais Kazmi, l'État, c'est une continuité. Quand on dit que le FMI s'est posé cette question, et bon nombre de Béninois reprennent la question, mais celui qui viendra après Talon fera ce qu'il a fait. Mais celui qui viendra justement après lui va continuer l'œuvre, n'est-ce pas? Et éponger ce qui a épongé. Parce que Talon aussi a hérité de quelqu'un d'autre. Voilà. Boni Yahi, et va certainement rembourser. Et pas beaucoup. Pas beaucoup. Il faut avoir la précision. Il faut avoir ça dépend de l'ambition de chacun. Il faut avoir l'honnêteté économique de reconnaître que Boni Yahi n'a pas laissé une adresse aussi dangereuse. Nous avons déjà lancé aujourd'hui un emprunt obligataire qui va durer 10 ans. 150 milliards. 10 ans. 10 ans. Nous avons 5 ans à faire. Donc, si vous n'avez pas encore un enfant qui a 10 ans, rappelez-vous, il va devoir payer, c'est ça? Rappelez-vous que nous avons 5 ans à faire. Oui. Et donc, on a commencé. On est allé. Ça commence progressivement. Et on ne sait pas jusqu'où ces messieurs iront. Alors, je dis attention. Vous savez, le Nigeria a refusé l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le ministre fédéral qui l'a dit. Nous ne voulons rien du Fonds monétaire international. Nous sommes à côté du Nigeria. C'est vrai que sur le continent, maintenant, il y a une levée de bouclier contre le FMI. Oui. Et pourquoi nous, en ce moment, nous choisissons d'aller sur ce marché-là? Dites-moi, pourquoi? Alors qu'au même moment, nous avons par exemple la bourse de Lagos. Nous avons juste après le Nigeria, nous avons la communauté économique donc, de l'Afrique de l'Est. Nous avons également ce marché qui est là. Nous avons aujourd'hui le Maroc. Vous ne parlez pas beaucoup français et anglais, je dis. Oui. C'est peut-être un handicap. L'argent n'a pas de couleur. Mais s'il faut payer un interprète qui va vous gruger, mais alors qu'avec le FMI, vous parlez français, et puis vous avez ce qu'il vous faut. Nous sommes dans une relation diplomatique. Et donc, l'anglais ne doit pas être, donc la langue ne doit pas être un frein donc, pour ce marché. Donc vous percevez ça comme un prétexte. Ne me dites pas que nous n'avons pas de personnes ici au Bénin qui ont appris et à parler l'anglais copieusement. Ne me dites pas que le ministère des Affaires étrangères n'est pas habilité à monter un dossier en anglais et à envoyer sur le marché financier. Ça, c'est fait. C'est franchement, si nous arrivons à cette extrémité-là, c'est qualifier le Bénin d'un pays, excusez-moi du peu, franchement, non, continuez, voyou, que de dire cela. Le Bénin, c'est un État sérieux. Vous le savez très bien. Mais dans un pays sérieux, on fait des choses sérieuses. Dans un pays sérieux, on fait des choses sérieuses. Et moi, je pense que l'une des choses sérieuses que ce gouvernement doit faire, c'est déjà de voir la coopération sous-régionale. J'ai parlé tantôt de la BRVM, j'ai parlé tantôt du Nigeria, j'ai parlé tantôt donc, du Cameroun avec la CEMAC. Voilà. Il y a des opportunités. Le Maroc aujourd'hui est en train de donner la main à ces pays comme la Côte d'Ivoire. Venez, il y a de l'argent. Il y a aujourd'hui ce que nous appelons les finances islamiques, le soukouk par exemple, où le Bénin peut aller chercher de l'argent là-bas. Il y a l'eurobond. Il y a l'eurobond. Si c'est tant qu'on veut le marché européen, il y a l'eurobond. Je souhaiterais que Patrice Talon et son ministre Wadaï nous montrent des dossiers pour aller sur l'eurobond. Certes, vous n'êtes pas dans le secret de Dieu, mais dites, vous auriez pu être l'un des élèves de Ablaye Biotchane. Mais comment cela s'explique-t-il plutôt que le chef de l'État soit quand même bien entouré? Ablaye Biotchane, c'est un carnet d'adresse. J'avais commencé par le citer lui-même, Patrice Talon, PCA donc de la BRVM. Ablaye Biotchane, grand économiste, devant les institutions de Bretton Woods. Pascal Irénée Koupaki, BCAO. Ça fait 3. Et je peux continuer. Non, celui-là qui l'a soutenu. Comment s'explique? Grand opérateur économique à l'international. Et nous avons l'autre opposant, que vous le voyez ou non, Lionel Zinsou. Lionel Zinsou à l'international. Voilà des têtes que le Bénin a. Qu'on ne puisse pas comprendre que 2010 milliards soient incapables d'être mobilisés. C'est là mon inquiétude. C'est là ce que je dis. On n'est même pas ambitieux. Ça coûte quoi d'être coopérant avec tout cela? Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de discuter, de dialoguer et de montrer Frédéric, votre programme de société à cela? Un problème de coopération entre ses fils? Non, je dis, je ne voulais pas dire qu'on a commis l'erreur, mais comme chaque peuple a le dirigeant ou les dirigeants qu'il mérite. Nous avons fait ce choix, même si on n'a pas voté complètement pour, mais nous constatons aujourd'hui qu'on s'occupe
de beaucoup d'autres choses que de gérer les affaires publiques. Parce que nous avons constaté des décisions prises à l'emporte-pièce, suivies de rétro-pédalage. On a encore vu la fois dernière. On a suspendu l'exploitation du bois. Des gens ont eu des entrepôts où les bois se sont retrouvés dans des conditions défectueuses. 10 mois après, on rassemble les gens et on dit, bon, maintenant, vous pouvez continuer par exporter, hein, qu'il n'y a pas de problème, mais que désormais on a comme l'impression qu'on n'est pas géré. On va de coq à l'âne. Et tel que ça se passe, se taire, c'est commettre un crime contre la génération à venir. Qui vous a dit parce de que, vous d'ailleurs vous non, parlez. parce que, vous savez, nous parlons, mais nous savons ce que ça nous coûte. Hein, vous n'êtes pas sans le savoir, suivez mon regard. Non, je suis votre regard, je ne vois rien. Le Bénin reste un pays démocratique où la liberté d'expression, semble-t-il, est la chose la mieux partagée. J'espère bien, même si les musulmans sont de règle aujourd'hui, et même si l'on a constaté la fermeture dans des conditions, je ne vais pas revenir dessus, dans des conditions non orthodoxes, de certaines chaînes de télévision et de radio, et ça se poursuit toujours, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une situation délicate. Et ne pas opiner dans le sens de la vérité serait assimilable à une démission, serait assimilable à un crime contre la génération à venir. Nous, notre problème en tant qu'analyste, ce n'est pas de nous en prendre à quelqu'un, peu importe, mais nous constatons que le gouvernail n'est pas tenu. Nous constatons que les décisions qui sont prises, que ce soit des décisions de choix stratégiques en économie, sont des décisions à discussion. Les décisions qui sont prises pour distraire la population sont des décisions qui ont des effets collatéraux incommensurables. Les décisions qui sont prises sans tenir compte des fondamentaux, parce que si vous dites le Bénin, économiquement, on vous dira c'était le commerce de lessive, la réexploitation, on vous dira c'était le commerce des pommes fruits, on vous dira c'était le commerce des protéines animales, on vous dira que c'était le commerce des véhicules d'occasion. Ce sont des filières qui, dans le temps, ont soutenu l'économie béninoise. J'ai cité toutes ces filières. Le lessive, le riz, les protéines animales, les véhicules d'occasion et, entre-temps, les produits laitiers et beaucoup d'autres choses qu'on importait, qu'on réexportait sur le Nigeria. Et ça se faisait depuis des décennies. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on va changer les paradigmes. Je passe sous le contrôle. Économique. On ne peut pas changer les paradigmes économiques. On ne peut pas réinventer l'économie béninoise. On doit tenir compte de l'existentiel, réajuster, en inventoriant à l'avance les effets collatéraux de manière anticipée sur ces effets pour que les casses au niveau du social ne soient pas aussi importantes que ce que nous avons joué. Parce qu'en définitive, lorsqu'on gère, on ne gère pas pour les beaux yeux du FMI, on ne gère pas pour les beaux yeux des partenaires, dit-on, au développement, encore qu'aucun partenaire ne contribue au développement d'un pays sous-tropique, mais on gère pour faire le bonheur des populations. La question brûlante, est-ce que le Bénin sera obligé, à la lutte vont les choses, d'aller au correctif budgétaire? Mais on n'a même pas le choix. On n'a pas le choix. Nous avons décrypté le communiqué du FMI. Et le communiqué est clair. Pour qui sait lire entre les lignes. D'abord, l'absence de la BAD à cette conférence est une preuve évidente de ce que les réserves au niveau de cette institution... Permettez que je recueille la réaction de Kazmi sur la question. Le Bénin sera-t-il dans l'obligation de recourir à un correctif budgétaire? Pour être un petit événement économique, je vous dirais en octobre 2017. Attendez voir ce que le Parlement reçoive, donc ce dossier. Pour octobre. Vous apportez des précisions. Pour être plus précis. En économie, on ne trahit pas, on ne ment pas. En économie, ça ne ment pas, ça ne triche pas. 83 députés peuvent dire oui. Mais moi, opérateur économique, c'est moi, je mets mon argent dedans. Et quand ce n'est pas clair, je n'y mets pas. Point à la ligne. On fait autre chose. On fait autre chose. Et j'ai envie au Bénin qu'on fasse autre chose. Qu'on laisse le gouvernement continuer avec ses 2010 milliards et 2018. Et nous amènerons certainement 4 000 et quelques milliards. Ils iront chercher leur financement. Mais pour l'image du pays, les députés avaient-ils fait ça si ce que vous dites est vrai? Si ce que je dis était faux, le marché financier allait donner les milliards.
Si ce que les députés ont fait était vrai, le contribuable, du moins, puisque c'est le contribuable, les banques, les sociétés, tout ça, c'est nous tous qui contribuons, on allait donner l'onction. Kazmi Pedjo, si vous devez rapidement clôturer, ne vous en faites pas, vous reviendrez sur ce plateau. Mais pour l'émission du jour, si vous devez clôturer, que diriez-vous? Regardez les téléspectateurs. Je dirais aux Béninois qui ne sont pas au Bénin, parce qu'on ne nous suit plus au Bénin, je dirais aux Béninois qui sont à l'extérieur. Les Béninois suivent, ils arrivent à suivre quand même. Oui, allez-y. De bien vouloir dire à ce gouvernement que nous avons 9,75 milliards de francs CFA pour un emprunt obligataire qu'on a lancé aujourd'hui, que des générations vont payer. C'est le premier. Le gouvernement de Patrice Talon a la capacité d'en faire 1000. Donc ça fera 9,75 milliards de taux d'intérêt, non du moins d'intérêt, fois 1000, s'ils ont la volonté de faire 1000 pour récolter. Alors, je suis en train de dire aux Béninois de voir un peu ce à quoi on est embarqué pour 5 ans. Ces emprunts, ce n'est pas pour 5 ans, c'est des trucs de 10 ans pour maturité. Et donc, moi, j'ai envie de dire, j'ai joué ma partition. Il reste donc la vôtre. Et si vous gardez le silence, on payera tous. Merci, ils vous ont compris. Oui, Médéric François Gogo, qu'avez-vous envie de dire? Non, lorsqu'on s'empresse pour faire voter la loi sur le partenariat public-privé et qu'en catimini, on mette en place cette structure qui devrait permettre au gouvernement d'aller vers les ententes directes, lorsque l'on a eu l'ambition de multiplier le budget dans ces proportions et que finalement, l'on a eu des difficultés de mobilisation sur le terrain, qu'on se retrouve à aller vers les institutions de Bretton Woods pour avoir l'aval, la caution nécessaire, c'est qu'on a échoué. Donc, et lorsqu'on échoue, on ne vient pas bomber le torse pour mentir au peuple, on ne multiplie pas les actes de distraction, mais c'est qu'on pose des actes pour mettre le peuple en confiance, mettre le peuple au travail, retribuer le peu qu'on a et essayer de siphonner les maigres ressources de la nation. Médéric François Gogo, Kazmi Pedjo, merci pour votre contribution à l'enrichissement du débat du jour qui tire ainsi à sa fin. 100% Bénin, le numéro du jour bientôt terminé. Nous allons clôturer sur cette citation du poète et fabuliste Jean-Napoléon Vernier. Je cite: « L'âme qui lutte contre le sort grandit, mais l'âme qui lutte contre le sentiment s'abîme dans son triomphe comme dans sa chute. » Un choix reste un choix, juste qu'il faut savoir l'assumer. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et prenez soin de vous. La vie vaut la peine d'être vécue. À très bientôt.